Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le jeune romancier et dramaturge français Adrien Raca. Je plains les gens qui n'aiment pas lire. Je les juge pas et c'est juste que je me dis on apprend tellement en lisant. Moi j'ai tellement appris sur l'âme humaine, sur les gens, sur le monde qui nous entoure en lisant. Par exemple, moi j'ai appris l'amour en lisant Belle du Seigneur. Si le nom d'Adrien Raca ne vous est pas familier, vous avez sans doute entendu parler de l'invitation. Depuis le printemps dernier et pour quelques semaines encore, Gad Elmaleh et Philippe Lelouch se donnent la réplique dans cette pièce hilarante qui se joue avec guichet fermé à Paris. C'est une belle revanche pour son auteur, qui après avoir monté son premier spectacle à l'âge de 22 ans, n'a pas toujours connu le succès qu'il espérait. C'est dans un registre totalement différent qu'il fait ses premiers pas d'écrivain avec 8 mètres carrés, son premier roman publié chez Michel Lafon. Ce texte intimiste, cruel et mélancolique, met en scène Benjamin, un jeune père de famille qui se rappelle l'histoire d'amour passionné qu'il a vécue quelques années plus tôt avec Olivia, une jeune brésilienne qui a brisé son cœur, à moins que ce soit l'inverse. Une fois n'est pas coutume, c'est dans les loges d'un théâtre, celui de la Madeleine où se joue l'invitation, mais aussi le spectacle d'Éric Dupond-Moretti qu'il a écrit, que je suis allé à la rencontre d'Adrien pour un entretien aussi chaleureux que spontané. Bonjour Adrien Raca. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très très bien. Alors souvent j'interviewe les gens tôt le matin, mais là on est en début de soirée. Expliquez-nous quelle heure il est et où on est exactement aujourd'hui. Alors là, il est à peu près 19h, je viens de me réveiller, c'est pour ça qu'on... Non, je plaisante. Non, on est dans les loges du théâtre de la Madeleine, où se jouent en ce moment deux mes pièces, qui s'appelle L'Invitation et l'autre qui s'appelle Éric Dupond-Moretti à la barre. Alors c'est pas votre théâtre, vous l'avez pas acheté ? Non, c'est pas du tout mon théâtre, mais c'est un magnifique théâtre et j'ai beaucoup de chance de pouvoir y travailler. Alors je voulais vous rencontrer pour parler de votre roman, 8 mètres carrés, mais peut-être que je voudrais qu'on parle un peu du succès de l'invitation, d'abord parce que ça amènera au livre. C'est complètement différent du livre. C'est une pièce très drôle, on en parlait un peu avant de commencer l'entretien. Le rire, c'était pas forcément... ce que vous aviez envie d'écrire au départ, je ne sais pas. C'est vrai. Comment ça s'est fait et est-ce que c'est finalement normal d'avoir une pièce très très drôle et un roman très très mélancolique ? Je crois que j'ai essayé pour la première fois de ma vie avec l'invitation de parler de mes névroses et de mes angoisses au travers d'une comédie. Et je crois qu'on peut faire passer les mêmes messages de façon tragique, dramatique et de façon drôle. C'est pas la même approche. C'est totalement différent dans l'écriture, mais je crois que le but est le même, c'est-à-dire divertir le public avec des thèmes qui me sont chers. Donc c'est pas contradictoire du tout. Non, c'est pas contradictoire. Et puis j'ai eu la chance sur l'invitation d'avoir des acteurs merveilleux qui ont accepté de jouer ma pièce, avec qui le travail a été vraiment commun, c'est-à-dire qu'on a réécrit beaucoup de choses. Moi j'étais très très client de ce qu'il proposait sur scène, très admiratif aussi. Voilà, que ce soit Gad Elmaleh, Philippe Lelouch, Lucie Jeanne sont des acteurs, sont des génies. Donc moi j'ai aussi beaucoup appris. Donc ça c'est très agréable de chaque jour aller en répétition et de réécrire, de trouver de nouvelles choses avec les acteurs. Ça c'était fantastique, c'est une expérience incroyable. Comment est-ce que vous aimez qu'on vous décrive ? Parce que ce métier de dramaturge, vous l'exercez depuis très jeune, en fait. Dans votre première pièce, vous aviez à peine 20 ans. Ouais, exactement. Là, vous publiez un roman. Vous aimez vous décrire comment ? Quand on vous rencontre, vous dites quoi ? Je dis que j'écris. J'écris. En fait, j'ai toujours écrit depuis que je suis très jeune. Et ça a toujours été pour moi le moyen le plus facile d'expression. Et j'ai tout de suite, très rapidement, j'ai pris j'ai pris l'écriture comme un pouvoir. C'est comme si j'avais quelque chose de caché et j'ai vite compris que pour séduire une femme, l'écriture, par exemple, était mon atout principal.
J'ai très vite, même à l'école, j'étais pas le plus travailleur des élèves, mais j'ai souvent pu m'en sortir grâce à ma plume. Au début, j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Et puis c'est un espace de liberté totale. Moi, j'ai longtemps été solitaire, longtemps été très seul. Et l'écriture a été un moyen de m'échapper. J'habitais en banlieue, j'étais pas très heureux. Ça me semblait être un hiver assez gris, assez terne. Et le cinéma, dans un premier temps, voir des films, ça m'a vraiment bouleversé, ça m'a amené ailleurs. Et j'ai eu envie la nuit, moi aussi, de créer mes histoires. La journée, j'avais un quotidien qui me paraissait totalement inintéressant. Et la nuit, je pouvais écrire, comme j'étais insomniaque, je pouvais écrire des histoires qui m'amenaient ailleurs. Je m'écrivais toujours un rôle où je rencontrais des belles femmes, j'étais dans d'autres pays, des aventures exotiques. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai adapté ma vie au fur et à mesure. J'ai apporté de l'exotisme qu'adolescent, je mettais que dans les écrits. Donc voilà. Vous vouliez être dedans, dans vos histoires, vous vouliez être acteur aussi? Bien sûr, au début, moi, je faisais ça pour être acteur. Ouais. Au début, j'ai écrit, mon rêve, c'était d'être Marlon Brando. J'ai mis longtemps avant de comprendre que je ne serais pas Marlon Brando. Et donc, oui, je voulais être acteur. Moi, j'écrivais des histoires pour me mettre en scène, pour ne pas attendre que le téléphone sonne. Et au début, j'avais nullement la prétention de penser que j'allais être écrivain ou dramaturge. Je voulais juste jouer. Vous avez grandi dans un milieu artistique ou pas du tout? Ils faisaient quoi, vos parents? Non, mes parents sont commerçants. Mais ce sont des férus de littérature, des férus de musique. Et donc très jeune, ma mère me faisait lire des livres quand j'avais 7-8 ans. Mon père me faisait écouter Gainsbourg. Donc très vite, j'ai grandi avec un sens assez précis de ce qu'était l'art. Mon père était fou de Boris Vian, par exemple. J'ai craché sur vos tombes, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je comprenais pas tout, évidemment, mais la violence, la poésie, ça m'a... Ouais, j'ai grandi avec ça, j'ai eu cette chance. Mais le monde de la culture, que ce soit le cinéma, le théâtre ou la littérature, c'est loin de vous, de votre famille. Ça vous semble inaccessible quand vous êtes jeune homme? Mais bizarrement, ça me semble très très loin. Et à la fois, tous les dimanches, mon père prend la voiture, il nous emmène, mon frère, ma soeur et moi, avec ma mère, il nous emmène à Paris. Et on passe tout le temps devant le théâtre Marigny. Et mon père, pour je ne sais quelle raison, me dit un jour tu seras là. Mais j'avais 7-8 ans. Et donc Paris, pour moi, représentait un Eldorado. Ça me paraissait très très loin. J'enviais les gens qui, quand nous on repartait vers notre banlieue à 18h le dimanche soir, j'enviais les gens qui arrivaient, qui se garaient. Ça me paraissait être une chance absolue d'habiter à Paris. Et pour moi, Paris, c'était le théâtre Marigny. C'est drôle, c'est comme ça que j'ai visualisé Paris. Ah, il a rouvert il n'y a pas longtemps. Ouais. Pourquoi ne pas y monter une pièce bientôt? Un jour peut-être, oui, un jour peut-être. Votre premier spectacle, donc vous avez à peine, vous êtes à peine majeur. Ouais, non, je l'ai écrit à 19 ans et je l'ai joué à 20. Ouais. Ça s'appelait Terminus. C'est arrivé comment, Terminus? C'est un concours de circonstances? Terminus, ouais, c'est un concours de circonstances. J'étais au cours Florent à ce moment-là et on doit écrire des petites scènes de 15 minutes. Et mon professeur de théâtre de l'époque, s'appelle Anne Bouvier, qui depuis a eu 2 Molières et qui a une magnifique carrière, me dit ça, je crois vraiment que ça pourrait faire l'objet d'une pièce. Mais moi, je n'avais pas la prétention de pouvoir écrire. Donc j'avais écrit ça pour jouer avec mes camarades de classe, mais... sans imaginer. Et puis finalement l'été, je m'ennuie beaucoup l'été. Pour moi, l'été, c'est 2 mois insupportables d'ennui où il ne se passe rien. Et donc là, j'ai écrit ça et Anne m'a dit il faudrait l'envoyer. Donc on l'envoie au ministère de la Culture qui me subventionne, qui me donne un prix, le prix d'encouragement à ce moment-là. Donc ça me paraît incroyable. Et puis il y a Guillaume Gallienne nous encourage beaucoup. À l'époque, il était à la Comédie Française. Pour moi, c'est des petites clés en fait d'encouragement de professionnels, de gens que j'admire et qui très vite me disent tu es légitime. Donc c'est une grande chance. Et avec tout l'argent que j'ai pu mettre de côté, je suis assez jeune à ce moment-là, mais je travaille beaucoup l'été, voilà. Et je mets toutes mes économies, je fais des emprunts en plus de l'aide du ministère de la Culture pour pouvoir monter ce projet-là. Et ça a été ma première pièce. Ouais. Par la suite, ça ressemble à quoi le parcours?
c'est pas forcément idéal. Il y a des embûches. Le début est extraordinaire. Moi, mes 3 premières pièces, c'est magnifique. Que ce soit La Dernière Nuit, Voyage pour Enoch après, où à chaque fois j'ai eu des aides de l'État, du prix Beaumarchais ou le Grand Prix du ministère de la Culture qui m'ont permis vraiment de monter mes pièces financièrement là, parce que moi je j'avais pas de producteur à ce moment-là. Et puis après j'ai eu des gens, des sortes de mécènes qui m'ont aidé à compléter ça. Et c'est un émerveillement absolu. Sauf que les pièces, bien qu'elles rencontraient un succès critique, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Et donc, arrivé à 25 ans, c'est devenu un peu plus compliqué. Et après c'est devenu très compliqué. Les débuts, c'est l'émerveillement, c'est la joie, c'est l'enthousiasme et l'envie de tout révolutionner, avec des pièces très dramatiques pour le coup. Et il y a une sorte d'insouciance qui disparaît après. Au 3e échec, enfin des échecs, tout est relatif, mais oui, en tout cas, ça n'a pas rentré son public autant que je l'aurais souhaité. Là, à ce moment-là, ça devient compliqué. Donc là, vous avez un peu galéré. Là, j'ai même beaucoup galéré. C'est-à-dire de 25 à 32 ans, c'est-à-dire 7 ans, si je suis bon en maths, c'est une galère absolue. C'est-à-dire que je me perds complètement, je n'arrive plus à trouver ma voix, je me retrouve acteur dans des comédies dont je ne suis pas fier du tout. J'accepte ça pour le cacher. Et à un moment donné, oui, j'ai fait tous les petits boulots. C'est-à-dire je suis serveur, je suis vigile, je travaille dans un call center, je suis vendeur. Et au bout d'un moment, quand tous mes amis commencent à partir en vacances, achètent des voitures, achètent des appartements, ben moi je suis toujours dans une petite chambre de bonne et je suis seul et je vois le temps qui passe et je me dis je passe à côté de mon rêve et c'est très difficile. Mais j'en ai gardé quelque chose, c'est que j'avais lu quelque chose dans L'Art de la guerre, où il expliquait que, en gros, plusieurs empereurs venaient le voir en disant mais comment tu fais pour conquérir autant de villes. Et il dit moi en fait quand j'essaie de conquérir un village, je laisse toujours une porte de sortie. Quand j'assiège le village, je laisse toujours une porte de sortie. Pourquoi ? Parce que tout le monde des empereurs disent mais c'est n'importe quoi, nous on assiège complètement. Il dit non, parce que en laissant une porte de sortie, ça laisse de la confusion. Il y a un temps où les gens disent est-ce que je sors, est-ce que je reste, et c'est pendant cette période de confusion que là je gagne la guerre. Et la métaphore, c'est en gros dans notre métier, si j'avais une porte de sortie, si j'avais fait des hautes études par exemple, j'avais un diplôme important, jamais, pas une seconde, je n'aurais continué à vouloir vivre de ma passion. J'aurais pris un boulot qui m'aurait rapporté une somme suffisante pour pouvoir louer un appartement comme tout le monde, etc. C'est le fait de ne pas avoir de plan B, où j'ai été dans l'obligation presque de réussir. C'était une question de vie ou de mort. Voilà. La chambre de bonne, c'est celle qui donne son titre à votre premier roman, 8 mètres carrés. Ouais. C'est ça ? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est la même, à peu près ? C'est à peu près la même, ouais. Ça c'est vraiment... ça, c'est vrai. J'ai vécu longtemps dans ces 8 mètres carrés. La mélancolie, le spleen qu'il peut y avoir qu'on peut ressentir en lisant ce roman, il vient un peu de cette période difficile ? Oh, je crois que ça remonte à plus loin. Je crois que la mélancolie, c'est quelque chose qu'on a en soi ou pas. Et je crois que c'est quelque chose, c'est un état... ça veut pas dire être malheureux, ça veut dire être souvent dans le « hier, c'était mieux ». Hier, c'était plus supportable. C'est chérir des souvenirs, des moments de vie passée. Et je crois que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Ouais. Ce roman, il est né de quoi ? On lit beaucoup de livres où les romanciers en fait, nous racontent leur vie. En France, en tout cas, on aime bien l'autofiction, sans aller forcément dans des histoires glauques à la Yann Moix. C'est quoi la part de vous dans 8 mètres carrés et dans ce Benjamin qui est hanté par une histoire d'amour ? Oui, après, c'est là vraiment, pour le coup, moi, je suis pas dans l'autofiction, ou c'est pas quelque chose qui me passionne, très honnêtement, mais j'ai vraiment... c'était pour moi essayer de décrire le mieux possible, en tout cas, essayer de faire mon mieux pour décrire ce qui est un premier chagrin d'amour. Et je crois que c'est terrible, un premier chagrin d'amour. Je pense que la plupart des gens qui vivent sur la Terre en ont déjà vécu un. Et je crois qu'on s'en remet jamais vraiment. Et que tout ce qu'on vit après,
est défini par rapport à cette première souffrance. Et en tout cas, ce que je voulais décrire, c'est à la fois un chagrin d'amour, mais à la fois la quête d'un ailleurs, que ce soit avec une femme, dans un autre pays, mais pas spécialement m'inspirer de ma vie ou c'est quelque chose de lointain. Il y a des choses que j'ai bien connues, des choses qui sont totalement fictives. Le Brésil, vous connaissez? Le Brésil, oui. Le Brésil, je connais. Le Brésil, je connais, et c'est un pays que j'aime beaucoup, très différent du nôtre. Et c'est un pays que j'aime beaucoup parce qu'il y a une odeur, il y a une saveur particulière, il y a une culture incroyable, il y a une façon de vivre tellement différente, mais c'est un pays très enrichissant, le Brésil, vraiment. Et votre héros, Benjamin, il est très amoureux d'une Brésilienne. Ouais, voilà. Qui a un tempérament de feu, quoi. Qui est brésilienne. Qui l'obsède et qui le hante. C'est un roman que vous avez écrit ces derniers mois, que vous avez commencé il y a plusieurs années, qui s'est un peu concrétisé parce que vous étiez dans une bonne période de votre vie. Comment ça s'est passé? Oui, c'est un peu tout ça. C'est que c'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a quelques temps, et puis après, c'est compliqué quand on a un auteur qui n'a pas de réseau, que personne ne connaît. C'est compliqué d'avoir accès aux maisons d'édition. C'est un long parcours, mais j'ai essayé de jamais perdre de vue cette envie absolue que j'avais d'être édité. Et puis c'était un rêve pour moi. Je me disais un jour, j'aimerais vraiment voir mon livre dans une librairie. J'aimerais vraiment ressentir ce que ça fait, d'avoir l'impression, en tout cas, d'être écrivain. Je sais pas si on a un jour cette impression vraiment, mais en tout cas dans ma tête c'était très clair à ce moment-là. Ça l'est beaucoup moins quand ça devient réel. Mais après, oui, bien sûr, j'ai rencontré Elsa Lafont. J'ai eu cette chance-là quand on a sorti le livre de la pièce Éric Dupond-Moretti à la barre. Et j'ai rencontré Elsa à ce moment-là, qui m'a dit: est-ce que tu écris d'autres choses? Et j'avais ce livre qui n'était pas totalement terminé. Elle m'a dit: j'aimerais bien le lire. Et donc là, j'ai réécrit avant de lui montrer, j'ai modifié des choses, j'ai affiné avec le temps qui avait passé. Et voilà, j'ai eu la chance que ça soit... On parle souvent d'alignement des planètes, mais c'est un petit peu ça ce qui se passe ces derniers mois. Dupond-Moretti, l'invitation, ce roman, finalement, là, vous en avez parlé tout à l'heure, mais votre patience et votre persévérance, elle finit par payer, en fait, et tout arrive au même moment, un peu. Oui, j'ai beaucoup de chance, c'est à la fois le destin, c'est les bonnes rencontres au bon moment. C'est quelque chose d'assez même troublant parfois de se dire j'ai attendu près de 15 ans moi que ça sourit enfin, et c'est drôle quand tout arrive et que tout arrive au bon moment pour les bonnes raisons avec les bonnes personnes. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Lelouch à ma vie où je voulais vraiment arrêter ce métier parce que je me disais je n'y arrive pas, et quand je le rencontre au hasard d'un dîner, tout change, et au fur et à mesure, c'est comme si, comme vous avez dit, l'alignement des planètes, et tout arrive exactement, c'est au maximum de ce que ça pouvait être. Que ce soit la rencontre avec Éric Dupond-Moretti, avec Gad Elmaleh, tout arrive, et sincèrement, c'est troublant parfois. C'est même vertigineux que tout arrive comme ça. Et puis j'ai beaucoup de chance, les deux pièces marchent très bien, et donc du coup c'est comme si c'est un rêve éveillé, quoi. Donc j'en profite, c'est bien. Donc Philippe, il change un peu votre vie, non? Ouais, bien sûr. On a toujours besoin, je crois, dans la vie, de tomber sur la bonne personne au bon moment, qui croit en vous quand même vous croyez plus en vous. Et ça, c'est ce qui peut arriver de plus extraordinaire à un artiste qui se bat pour réaliser ses rêves. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le dessin. En plus, quand il vous dit qu'il vous ramène Gad Elmaleh pour jouer dedans... Oh, l'histoire est folle. C'est même vraiment... L'histoire serait trop longue à raconter, mais l'histoire est folle. Cette nuit-là, je dors dans ma voiture parce que ma clé est cassée, que j'ai une fuite d'eau chez moi, que j'ai pas de carte, ma carte bleue passe plus pour me payer un hôtel, et je dors dans ma voiture vraiment, et je passe ma nuit à regarder un podcast de Gad Elmaleh que je n'ai jamais rencontré, que j'admire depuis tout jeune, mais et je passe ma nuit à regarder Gad Elmaleh et ce qu'il raconte de son quête d'Amérique, enfin sa quête d'Amérique, son envie d'ailleurs, ça me bouleverse à ce moment-là.
Et moi, vraiment, à ce moment-là, je prie Dieu qu'un miracle arrive parce que je ne sais plus du tout comment affronter le lendemain. Et c'est véridique, je dors dans ma voiture, enfin je ne dors pas d'ailleurs, et à 10h du matin, je suis encore dans ma voiture en attendant que le serrurier en face de chez moi ouvre pour pouvoir casser ma porte. Ouais. Et Philippe m'appelle en me disant viens nous rejoindre, je suis avec Gad Elmaleh, il veut te rencontrer. C'est dingue. C'est une histoire de fou. C'est incroyable. Ouais. Et là, j'ai ni le temps de prendre de douche, ni rien. J'ai pris 2 Xanax pour essayer de passer ma tension pendant la nuit. Et je vais le rejoindre et il me dit qu'il aime bien mon pitch et que possiblement, lui, il est aux États-Unis beaucoup, il a sa série Netflix, etc. Possiblement, si jamais la pièce lui plaît, peut-être qu'il pourrait produire avec Philippe la pièce. Et puis on fait une lecture le lendemain avant qu'il reparte à New York. Et puis la pièce lui plaît en lecture et il décide de la faire. Enfin, c'est comme là pour le coup, c'est vraiment, ça tient du miracle. Je crois que ça a été le moment le plus heureux de ma vie, voir quelqu'un qu'on admire depuis toujours et qui vous dit je vais faire ta pièce. Enfin, pour moi c'était insensé, quoi. Il faudra faire un film sur c'est un conte de Noël. Ouais, c'est un conte de Noël, vraiment. C'est même parfois quand je raconte ça aux gens, ils pensent que j'exagère, mais c'est véridique, quoi. C'est la vraie histoire. Un mytho, ouais, c'est ça. Mais même moi quand je raconte, j'ai l'impression d'être un mytho qui essaie de séduire les gens en inventant des histoires, mais c'est la vérité. Le coup de la voiture. Ouais, c'est ça, c'est limite too much. Dans le scénario américain, on dirait non, il exagère. Franchement, le scénariste là, c'est n'importe quoi. Adrien, dans ce podcast, tous les invités doivent répondre. En tout cas, méditer, voire réfléchir sur le titre du podcast. Les gens qui lisent sont plus heureux. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ou en tout cas, ils sont moins malheureux. Ouais. Et non, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, en fait, je plains les gens qui n'aiment pas lire. Je les juge pas et c'est juste que je me dis on apprend tellement en lisant. Moi j'ai tellement appris sur l'âme humaine, sur les gens, sur le monde qui nous entoure en lisant. Par exemple, moi j'ai appris l'amour en lisant Belle du Seigneur. En tout cas je vois les femmes comme Albert Cohen les voit dans Belle du Seigneur. J'ai compris que je devais dire qu'il était important de dire je t'aime à ma mère tous les jours en lisant le livre de ma mère. Et je trouve qu'il y a mais c'est pour ça que la littérature ne disparaît pas et que c'est l'art peut-être le plus vieux du monde. C'est que je crois que tout le monde, il n'y a pas une personne qui n'aime pas emmener se plonger dans une histoire sur plusieurs jours, que ce soit dans le métro, dans son lit, en rentrant le soir du travail. Je crois que tout le monde aime ça au fond, que ce soit pour un roman d'amour, un roman d'aventure, un roman de Balzac, peu importe. Mais on aime tous ce genre d'histoire qui n'est pas la nôtre. Voyager à travers... Et quand un auteur arrive à nous faire sentir des odeurs différentes, à nous faire voyager à travers quelques lignes, c'est magnifique. Donc c'est pas un art en voie de disparition, c'est pas ou alors un support en difficulté, le livre ? Pour moi, après, aujourd'hui, il y a sûrement un problème, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs et que c'est bien sûr, beaucoup de gens ont envie d'être écrivains parce que c'est un métier de rêve, c'est magnifique de pouvoir vivre de sa passion en racontant des histoires. Mais je pense que la littérature, sincèrement, je vois pas comment ça pourrait disparaître. Ça existe depuis toujours et ça existera toujours. Et j'espère bien en tout cas. Vous lisez quoi en ce moment, Adrien ? En ce moment, qu'est-ce que je lis ? En ce moment, c'est drôle, j'ai un ami qui m'a offert le journal intime de Jules Renard. Et c'est très particulier, c'est des notes un petit peu en vrac comme ça, et c'est très intéressant. Je connaissais pas bien Jules Renard, j'avais même une idée un peu fausse, je pense, avec de ce qu'il écrivait, et c'est très profond, il y a des petites phrases qu'on peut retenir, c'est très intéressant. Les rentrées littéraires, ça elle est un peu passé déjà là, mais elles sont toujours riches en buzz, en événements, en non-événements. Vous l'avez suivi ? Il y a des livres que vous avez repérés, que vous avez envie de lire ? J'avais envie de lire le roman d'Amélie Nothomb. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu et j'ai entendu que du bien. Soif. Ouais, donc j'avais envie de... Mais j'ai un vrai problème avec les romans qui sortent. Je devrais pas dire ça parce que je sors le bien, mais je me dis, j'ai tellement envie de découvrir des romans sublimes d'hier,
que je me dis, je lis beaucoup de romans plus anciens, quoi. C'est vrai, je suis dans une quête de découvrir. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai découvert un peu plus Hemingway que je connaissais pas bien, et donc c'est vrai que j'ai beaucoup de retard avec les T'as romans. l'impression qu'il faut combler les lacunes, le retard Ouais, avant de se mettre il y a toujours la lacune peut-être du au livre mauvais de élève. maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un complexe un peu. Oui, bien sûr, j'étais beaucoup dans la violence quand j'étais jeune, dans une rébellion stupide. Je refusais l'enseignement des gens qui voulaient m'imposer des choses, et donc j'arrivais pas à voir la beauté de certains textes. Ouais, et donc ouais, j'ai un complexe par rapport à ça. C'est-à-dire que vous lisiez, et à l'école, vous lisiez pas ou peu, ou vous étiez... Mais c'est-à-dire que par exemple, j'ai un souvenir de Musset, où je détestais Musset, je comprenais pas, ça me paraissait niais. Et quand j'ai découvert les poèmes de Musset, d'ailleurs il y en a un qui est au début de mon roman, La Nuit d'octobre, je découvre à quel point c'est sublimissime. Mais c'est drôle parce que je pense qu'il y a des auteurs qu'on ne peut comprendre qu'en ayant vécu quelque chose. Moi j'ai compris, je comprends certains vers de Musset, parce que j'ai souffert, parce que j'ai vécu, parce que j'ai eu tel bonheur, tel émerveillement. Et je crois que quand on est jeune, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. On peut pas le comprendre, ça, tant qu'on n'a pas vécu ça. Si on n'a pas vécu un chagrin d'amour, on peut pas comprendre 8 mètres carrés. Je sais pas, ça, je sais pas. J'ai pas le recul. Est-ce que c'est un roman qui rend plus heureux? J'espère en tout cas. J'espère qu'il y a dans la mélancolie de cette histoire. Il y a un mot que moi j'aime beaucoup qui est dans le livre, mais c'est un mot portugais qu'on dit beaucoup au Brésil, la saudade. Et la saudade, c'est une mélancolie heureuse. C'est une nostalgie sans tristesse. Et j'espère avoir écrit un livre où y a du bonheur, et il y a même, moi je pense, du bonheur dans la tristesse. Moi je sais que je me suis lors de précédentes ruptures amoureuses, violentes, douloureuses, je me suis senti vivant. Et je crois que parfois, en allant au bout de nous-mêmes, on se sent encore plus vivant, et on en tire du positif. Et je crois que l'amour, même si l'amour finit mal parfois, ça rend heureux. Je suis même persuadé. Là, vous êtes amoureux en ce moment? Ouais. donc l'alignement des planètes, ça va. Ouais, c'est magnifique. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne déjà longtemps. Je magnifiquement. touche du bois, il n'y a pas de bois, mais. Et vous avez déjà en tête une autre histoire, un autre roman, une autre pièce? Oui, j'ai 2 autres pièces de théâtre à venir, et puis commence à germer l'idée d'un nouveau roman. Voilà, ça prend du temps, l'écriture d'un roman. C'est quelque chose qui va chercher très profondément en nous-mêmes, et qui demande, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis, qui demande beaucoup de solitude. Et là en ce moment, je suis très très entouré, c'est formidable, mais il y a un moment donné où bien sûr je vais me terrer à nouveau pour écrire un livre. L'invitation, ça pourrait devenir un film? Oh, c'est pas en projet actuellement. Je sais pas, ce serait une bonne idée. J'ai pas d'avis sur la question, très honnêtement. C'est les adaptations au cinéma des pièces de théâtre sont pas toujours réussies. Et là, c'est tellement une belle aventure qui va se finir le 2 janvier, où c'est incroyable. On est complet depuis la première jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est magnifique d'entendre les rires chaque soir, ou vraiment, ce que font Gad Elmaleh et Philippe Lelouch dans la pièce, c'est vraiment, moi je suis admiratif. Vraiment, je viens voir le spectacle tous les soirs, et tous les soirs je ris. Je me disais, parce qu'on se retrouve ici, mais vous pourriez ne pas venir, vous pourriez vous lasser, non? Non, mais moi déjà, j'ai attendu 15 ans que le train passe. Donc quand le train était là, je me suis dit, je vais profiter de chaque seconde et de chaque moment. Et puis même, moi je viens voir un spectacle tous les soirs, quoi. Et puis même, Gad, Philippe, Lucie, on travaille chaque soir. Chaque soir, on fait un débrief après le spectacle, on s'appelle après, on retravaille, on essaie d'améliorer pour voir ce qui peut être changé, ce qui peut être modifié pour accéder au plus de rire possible. Et ouais, c'est un travail passionnant de tous les jours. Ouais, la meilleure sera la dernière.
Non, ça va être triste la Ça va dernière. dire- Là, je vais ouais, vraiment ouais. être mélancolique. Là, je vais vraiment être mélancolique la dernière. Ok, merci beaucoup Adrien pour ce Merci à petit vous. moment Merci dans les à vous. coulisses du Théâtre de la Madeleine. Merci à vous. Merci, à bientôt, au À revoir. bientôt. C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux.